de ceux de Kiefer. Voici Manuel Valls. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Venez prendre place. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Zemmour et Nolo. Bonsoir donc, Monsieur le Premier ministre. Vous êtes député de l'Essonne. Vous étiez ce matin à l'hommage national au colonel Beltrame. On a envie de dire encore un hommage. Ça va s'arrêter quand Bien sûr, c'est la question principale, mais l'hommage était nécessaire. Bien sûr. Le président de la République, d'ailleurs, l'a dit très bien, en rappelant l'histoire, les héros de notre histoire. C'est aussi ça, la France. C'est épique. Et donc, la figure de ce colonel, désormais, Beltrame, elle s'impose. Il n'y a pas un Français qui n'est pas touché, ému, qui ne réagit pas, presque tous les Français, à cet acte héroïque. C'est la gendarmerie, par ailleurs. Vous savez, c'est une force respectée, ancrée d'abord, mais pas seulement, mais ancrée d'abord dans le monde rural. Une force de proximité. Moi, j'étais ministre de l'Intérieur, je connais bien les gendarmes, ils étaient sous ma responsabilité. Et donc, les Français sont particulièrement touchés. Donc, cet hommage était nécessaire dans cette cour imposante. Alors, ce que je voulais dire, c'est que des Invalides. On en est à 300, 400 morts, et qu'on n'a pas l'impression que ça va s'arrêter. Moi, je suis toujours ému, touché. Parce que d'abord, il y a la dignité toujours incroyable des familles. Alors, bien sûr, c'est une femme, c'est une mère de gendarme. Elle sait qu'un militaire qui a servi par ailleurs en Irak peut un jour ou l'autre mourir. Ça fait partie aussi des risques de sa mission. Le général Pierre de Villiers me disait il n'y a pas longtemps la grande différence entre les militaires et les policiers et le reste de la population, c'est que les militaires, les gendarmes, les policiers peuvent se faire trouer la peau. C'était l'expression qui était la sienne. Je crois qu'elle est juste. Et donc, c'est pas une répétition, c'est pas une habitude. Mais cela dit, en tout cas, ce qui s'est passé vendredi dernier, le défi considérable qui est le nôtre, et le fait que nous allons vivre, je le dis d'ailleurs depuis longtemps, avec ce risque, et que nous pouvons connaître, même s'il faut tout faire pour les éviter, nous pouvons connaître d'autres attentats. Non, mais je reprends la question d'Anaïs autrement. Est-ce qu'on a l'impression, vous allez me trouver cynique et cruel, mais qu'il est mort pour rien? Parce que ça va recommencer, et qu'on ne fera rien, et qu'on n'évitera rien, et que ça va continuer pendant des années, parce qu'on ne prend pas les mesures. D'ailleurs, on va en parler après. Est-ce qu'il y a des mesures possibles? Vous voyez, je suis honnête avec vous. Vous n'êtes pas totalement cynique et cruel. Voilà, exactement. Vous savez, j'ai un cœur comme tout le monde, mais je le cache. Donc voilà la question que se posent les gens. Les gens, ils se disent, ce type, il est extraordinaire, mais il est mort pour rien. Il a fait ça pour rien. D'abord, il n'est pas mort pour rien. Non, il a sauvé une femme. Oui. D'accord. Mais vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas rien. Non, mais je suis d'accord avec vous, c'est pas rien. C'est pas rien. Vous avez bien compris le sens de ma question. Oui, bien sûr. Et je la prends comme une question sérieuse. D'abord, il n'est pas mort pour rien parce qu'il a pris la place d'une femme qui aurait peut-être et sûrement d'ailleurs succombé sous les coups du terroriste, qui de toute façon était venu pour mourir en tuant. S'il avait pu tuer plus de monde, il l'aurait fait. Il n'est pas mort pour rien non plus parce que, même si ça peut être passager, je me méfie de ces moments ou d'unité ou d'exaltation du patriotisme. Mais c'était un moment important aussi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut que la nation se rassemble autour de figures. Vous aimez tous l'histoire. J'aime l'histoire. Et nous avons besoin de ces figures. Et c'est vrai que quand le président de la République appelle Moulin, Brossolette, ces figures, cet esprit de résistance, dans des circonstances évidemment différentes, s'impose. Mais à partir du moment où nous sommes en guerre, où le terrorisme nous fait la guerre, le terrorisme tel que je l'avais décrit en janvier 2015. On vous a beaucoup reproché cette expression. Le terrorisme islamique, l'islam politique, le djihadisme nous fait la guerre. Nous sommes en guerre. Une guerre qui évidemment asymétrique, une guerre qui s'est déroulée, qui se déroule toujours sur des théâtres extérieurs avec nos armées au Sahel, au Levant, même si l'État islamique est en partie défait, en partie seulement, et que de mon point de vue, il a toujours la capacité d'agir là-bas sur place. Il y a des attentats tous les jours en Irak, hein. On l'oublie, mais il y a des dizaines de morts. Il peut encore organiser sans doute des attentats lourds, graves. On a vu ce qui s'est passé à Barcelone cet été en Europe. Et puis il y a ces milliers de personnes, d'individus radicalisés qui peuvent frapper. Donc à partir du moment où nous sommes en guerre, nous devons être capables de nous dire et de dire aux Français, ça va se reproduire
c'est une question d'une génération. C'est très lourd à dire ça. Moi, je l'ai dit quand j'étais Premier ministre, ministre de l'Intérieur avant. Je l'ai dit, surtout comme Premier ministre, parce que ça a commencé en janvier 2015. Nous pouvons être frappés d'une manière ou d'une autre. Et comme en plus, l'ennemi, en novembre, décembre 2012, j'avais présenté la première loi antiterroriste au Sénat et à l'Assemblée. J'avais parlé d'un ennemi extérieur. L'État islamique, sous la forme qu'on a connue après, celle du califat, n'existait pas encore, mais un ennemi extérieur. Et un ennemi intérieur, c'est-à-dire que en notre sein, pas un petit groupe terroriste d'extrême gauche ou sur un territoire, non, c'est un ennemi diffus dans nos quartiers populaires qui peut nous frapper à tout instant. Donc du coup, le conflit, la guerre, encore une fois, c'est pas les soldats, c'est pas une guerre comme celle de 14-18, bien évidemment, mais c'est un conflit qui va durer. La question des mesures, on y reviendra évidemment, essentielle, mais c'est important déjà, de mon point de vue, de placer les mots et de dire la réalité. J'ai dit qu'il fallait sortir d'une période d'insouciance, pas là maintenant, pas parce que le gouvernement serait insouciant, mais parce que dans une démocratie comme la nôtre, avec 70 ans de paix, ce qui est exceptionnel au niveau de l'histoire. Surtout en France, c'est unique. C'est unique, 70 ans de paix. Nos compatriotes, mes compatriotes, veulent évidemment rester en paix. Et ils ne veulent pas connaître la guerre, ils veulent vivre. Et c'est normal, il y a déjà suffisamment de soucis au quotidien. Mais il faut leur dire non. Nous allons vivre avec cette menace, même si nous faisons tout pour l'éradiquer. Je reviens sur le début de votre propos. Vous parliez d'émotion unanime. Et cette émotion, elle s'est traduite de plusieurs manières. D'abord, elle n'a pas été tout à fait unanime, parce qu'il y a eu un tweet assez immonde d'un certain Stéphane Poussier, qui est un ancien candidat au législatif de la France Insoumise, qui est d'ailleurs comparu et écopé d'1 an de prison. Mais laissons ça de côté. Chacun a exprimé son émotion de manière différente. On sent qu'il y a une émotion parmi les Français en général. L'État exprime son émotion aussi à travers les rituels républicains, et c'est toujours assez impressionnant. Moi, j'ai trouvé le discours du président de la République assez fort, et c'est rare de voir quand même un homme qui n'a pas seulement été élevé au grade de colonel, mais presque à la dignité d'un saint laïc. Et on l'a presque vu en direct, et c'est toujours touchant. Après, là où, à mon avis, c'est le talon d'Achille, c'est la réaction de la classe politique. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas duré très longtemps. Au lieu de prendre un peu de hauteur et de vraiment réfléchir à des mesures utiles, efficaces, pour que ça ne se reproduise pas, en tout cas le moins possible, il y a eu une sorte de concours Lépine de propositions assez démagogiques. C'est passé par le retour de l'état d'urgence, comme si ça avait pu éviter ce qui s'est passé à Trèbes et à Carcassonne. L'expulsion des fichiers S étrangers. Bon, il se trouve que le terroriste là était français, ça marche pas. Et vous-même, franco-marocain. Oui, mais enfin, bon, il a la nationalité française. Pour moi, il n'est pas français. Oui, d'accord, mais enfin, au yeux de la loi, ce qui compte plus qu'à tes yeux, il est français. C'est pas vrai, ça compte pas plus qu'à mes... Et vous-même, vous avez proposé l'interdiction du salafisme, qui a l'air à la fois inefficace et inopérant. Donc, moi, je trouve, je vous le dis assez brutalement, parce que je vous inclus dans ce reproche, que dans ce que j'ai jugé comme une réaction très digne, très noble, très émotive aussi, la classe politique n'a pas été à la hauteur de l'événement. Bon, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi non plus. C'est facile. Moi, je me suis exprimé, c'est normal. Je vis ça aussi, parce que j'ai dû affronter ces moments, le regard des familles, leur dignité, l'unité nationale. En 2015, elle a duré 2 jours. Hein. Les sifflets, une foule en colère à Nice, en colère contre moi, et au sein même de la foule, des gens qui se bagarraient pratiquement. Donc je vis ça avec mon émotion. On m'invite et on me demande de réfléchir. Comment on fait? Pourquoi? Parce que moi, ce qui me frappe jusqu'à maintenant, c'est que les Français, la France, ont tenu bon. Il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'est le bon mot, une forme de résilience. On n'a pas basculé dans n'importe quoi. Il n'y a pas eu quelqu'un qui est rentré, même si ça a été évité une fois, mais ça venait de l'extrême droite, mais il n'y a pas eu quelqu'un qui est rentré dans une mosquée tirant partout. Enfin, je veux dire, on a gardé une tenue. C'est pour ça que je faisais la distinction entre les Français et la classe politique. Une tenue démocratique. Cependant, les Français se posent des questions. Posent des questions. Or, reprenons les choses. Moi, je sais parfaitement qu'interdire une religion, un courant religieux, une idée. Je l'ai dit d'ailleurs dans mon propos. Après, c'est un tweet, une dépêche, et je l'ai dit. Non, mais c'est l'occasion de préciser votre pensée. Et je l'ai dit avec humilité, le plus modestement possible, sur ce type de circonstances. Mais je veux qu'on désigne clairement l'ennemi.
Parce que si on ne désigne pas l'ennemi, si on est dans quelque chose de large, d'éthéré, d'abord on fait une confusion générale. Il est désigné l'ennemi, vous ne croyez pas? Non, pas du tout. Il a été désigné 2 fois très précisément. Oui, mais le courant politique, là, si vous voulez, les terroristes sont armés par l'idéologie. Une idéologie totalitaire, mortifère, c'est celle du salafisme, en partie celle des frères musulmans, qui est en train de gagner la bataille, en tout cas des idées, des mots au sein de l'islam, dans le monde et aussi en Europe et en France. Et moi je le dis, et je dis en même temps, et faisons attention à ne pas dire que ça n'a rien à voir avec l'islam, puisqu'ils agissent au nom de l'islam. Et je le dis de leur islam en tout cas. Et évidemment, mais pour ne pas confondre les musulmans, mais pour leur dire c'est au sein de l'islam que ça joue aussi. Bien sûr. Donc je dis les choses clairement. Et quand je dis il faut interdire le salafisme, je dis aussitôt je connais. Je sais qu'on va m'opposer à juste titre tous les arguments juridiques. Mais c'est une guerre idéologique, culturelle, politique, avec son aspect aussi religieux qu'il faut mener. Et donc je dis, il faut réfléchir à ce sujet. Est-ce que vous avez entendu une proposition qui va dans ce sens? Une proposition efficace pour que la situation change? Non, mais moi, je ne l'ai pas entendu. Oui, mais c'est l'efficacité. Je sais que c'est compliqué. Non, mais il y a deux choses différentes. Il y a les moyens policiers, ceux du renseignement, judiciaire, bien évidemment, pour lutter concrètement. Alors, moi, il faut porter une réforme très importante des renseignements intérieurs. On a donné, ça continue, beaucoup de moyens, parce qu'on a besoin de beaucoup de moyens. Je suis convaincu qu'il faut faire beaucoup plus, et tout le monde est convaincu, sur ce qu'on appelle le renseignement territorial et pour capter tous les signaux faibles. C'est le travail des policiers, des gendarmes, des travailleurs sociaux, des enseignants, des associations, des citoyens, tout simplement, et moins centralisé parfois. Il faut faire évoluer la question des fichiers S. La question est légitime. Tout le monde se la pose parce que personne n'y comprend rien. Ça, c'est pour les aspects que j'appelle techniques qui ne sont pas négligeables. C'est l'essentiel. Et de l'autre côté, il y a cette bataille politique. Si on ne mène pas cette bataille politique, alors à ce moment-là, on a perdu d'avance. Parce que eux, en face, de toute façon, ils considèrent qu'ils vont gagner. Moi, je suis d'autant plus d'accord avec vous que je crois, à mon modeste niveau, mener cette guerre politique et cette guerre idéologique. Seulement, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est quand vous dites il faut combattre le salafisme, moi je le dis et je suis au tribunal. Quand vous dites il faut combattre le salafisme et les frères musulmans, il faut que vous sachiez, et que vous le savez très bien, que le salafisme, c'est l'islam. C'est l'islam littéraliste, mais c'est l'islam. Et que donc, pour ces gens-là, ils ne sont que des musulmans. Et ils font l'islam. Et vous le savez très bien. Et quand vous dites qu'ils ont gagné politiquement, on le voit bien, en particulier parmi la jeunesse. On a vu les sondages de l'Institut Montaigne, etc. On sait bien que le salafisme gagne. Donc cet islam littéraliste gagne parmi la jeune génération. Et vous le savez aussi bien que moi, puisque vous êtes maire d'Évry et que vous avez été Premier ministre. Donc évidemment. Maintenant, il y a des mesures que vous n'avez pas prises quand vous étiez Premier ministre, quand vous disiez mener cette guerre au salafisme, aux frères musulmans. Vous n'avez pas interdit l'OIF, la représentation des frères musulmans. Vous n'avez pas interdit les salafistes, les mouvements salafistes. Vous n'avez pas fermé les mosquées salafistes. Vous n'avez pas, parce que moi j'irai jusque-là, interdit les vêtements salafistes dans la rue. Parce que c'est comme ça qu'ils imposent l'application de l'islam intégriste et littéraliste qu'est le salafisme. C'est comme ça qu'ils l'imposent à tous leurs coreligionnaires musulmans. Vous n'avez rien fait de tout ça. Vous dites après... mais vous avez été Premier ministre. Mais moi, soit on est dans un débat, c'est normal, ici sur un plateau, avec des journalistes aguerris comme vous, et qui aiment par ailleurs la polémique et qui participent. Mais c'est pas de la polémique, ça? Non, je ne parle pas de notre débat, qui participent jusqu'à satiété avec du plaisir, y compris parfois avec le plaisir d'être devant des tribunaux. Moi, j'accepte totalement, j'accepte totalement un côté un peu martyr. Non, je vous assure que je m'en passerai. J'accepte bien sûr la mais critique. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je suis d'accord avec vous. Ça m'inquiète. Mais oui, justement, c'est pour ça que je vous dis. Je souris. J'étais l'un de ceux qui ont dit les choses plus clairement. Ça m'a été reproché quand j'ai parlé d'ennemis intérieurs, quand j'ai dit, vous le rappeliez tout à l'heure, j'ai dit que nous étions en guerre. J'ai désigné cet adversaire. Après, je reconnais que c'est difficile de mettre en œuvre. Je me rappelle même du débat qu'il y avait eu. Et on ne l'a pas fait au nom de la religion ni au nom de la laïcité, on l'a fait au nom de l'ordre public. Quand j'ai voté,
nous avons été peu nombreux à gauche, à cette époque-là, nous avons voté la loi interdisant le voile intégral. On ne l'a pas fait au nom d'un principe religieux, laïque, de l'ordre public. on l'a fait au nom de l'ordre public, contrairement aux choix qui ont été faits en 2004 concernant l'école et les signes religieux. Mais on peut toujours me reprocher, c'est tout à fait votre droit. Vous dites des choses aujourd'hui que vous n'avez pas faites. Mais ce qui me paraît important, ce qui me paraît important, c'est que nous sommes dans une évolution. Ce que je constate, parce que peut-être que nous sommes dans un nouveau cycle politique. Nous sommes quelques mois après l'élection d'Emmanuel Macron. Il y a de nouveau cet attentat. Le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur savaient parfaitement et l'ont toujours dit, parce qu'en plus des attentats ont été évités, que la menace restait particulièrement forte. Mais dans l'opinion publique, il y avait peut-être l'idée que c'était moins présent. Et par ailleurs, ça a lieu en plus, tous les morts se valent, mais au sein de la France profonde. J'avais le maire de Trèbes, qui est un vieux copain, Éric Ménassi, qui par ailleurs est le compagnon de la directrice du Super U. Mais ce qu'il me disait tout à l'heure, après cette cérémonie aux Invalides, il me disait, mais tu te rends compte, Manuel, ce que disent les gens sur le terrain, notamment sur les fiches S, ils ne comprennent plus rien. Ils ne comprennent plus rien. Alors, le politique, lui, doit mettre de l'ordre, dire voilà ce qui est possible. Tous les fichiers S ne sont pas des terroristes. Il y a un haut du spectre, il faut peut-être s'en occuper avant. Il y a des dispositifs qui existent dans d'autres pays, comme en Israël, on peut regarder les choses de près. Donc, après, comment on fait pour combattre le salafisme? Des mosquées sont fermées, des imams sont expulsés quand ils sont étrangers. Il faut s'attaquer davantage aux associations, il faut s'attaquer davantage aux sites. Il y a des institutions, des frères musulmans, qui ont pignon sur rue, qui sont parmi les interlocuteurs. Il y a le rôle du Conseil du culte français musulman, qui lui aussi pourrait prendre des positions très claires sur ce sujet-là. Il y a le CCIF qui est lié aux frères musulmans. Il y a le CCIF qui me combat directement. Ça, on est deux. Tous les jours. Bon, donc, et nous ne sommes pas que deux. Donc il y a là quelque chose. Nous en parlerons. Il y a ce poison effrayant de l'antisémitisme qui est au cœur même de l'idéologie des frères musulmans et des salafistes. Bon, donc Monsieur moi, Valls, je peux faire tous les reproches, quand je vous ai fait... Non, mais attendez. Ce travail, il est à faire. Vous m'avez mal compris. Quand je vous fais ce reproche, ce n'est pas pour polémiquer, ce n'est pas par plaisir de l'ajoute. Je vous assure que je suis très sérieux. C'est pas du tout pour vous attaquer personnellement et pour faire du spectacle. Quand, par exemple, je vous dis, vous savez bien aussi, vous avez été maire d'Évry, vous avez été ministre de l'Intérieur, que ces gens-là sont nourris parce qu'ils vivent comme des poissons dans l'eau dans leur quartier que vous appelez populaire, que moi j'appelle islamisé. Ils sont et que plus il y a des gens des immigrés qui arrivent et plus ça nourrit ce bain dans lequel il prospère. Quand vous faites une loi qui favorise les naturalisations, qui favorise le regroupement familial, qui favorise les venus, eh ben vous enrichissez ce bain. Et alors après, vous venez me dire, il faut les combattre. Mais pourquoi vous les avez renforcés? Oui, mais c'est précisément ce que je veux essayer d'éviter. C'est la confusion. Mais c'est pas une confusion. Mais vous êtes peut-être celui qui a permis de tout comprendre. Enfin, non, heureusement le seul prophète qui est tout éveillé. Non, je vous taquine. Mais regardez, par exemple, quand il s'agit de définir ce qu'est l'antisémitisme aujourd'hui en France. Combien ça a été difficile? J'en fais partie. Taguieff l'avait écrit bien avant moi. Combien c'est difficile de dire que ce nouvel antisémitisme est d'abord musulman. Celui de personnes qui sont de confession ou de culture musulmane. Combien ça a été? Pourquoi? Parce que c'est les tabous de la gauche? De la société française. Vous trouvez vraiment? C'est pas seulement de la gauche? De la société française, de la gauche et ses tabous, au moins on peut me reconnaître ça. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est souvent de les avoir pris de face. Et avec d'ailleurs une réaction qui me paraît normale, qui est d'éviter de la confusion. Parce que dans la même étude de l'Institut Montaigne et le travail de Hakim El-Karoui et de bien d'autres, qui est un travail passionnant. Tout à fait. Il est dit qu'à peu près la moitié, il faut toujours étudier cela, la moitié de nos compatriotes ou concitoyens de confession ou de culture musulmane, la moitié n'ont aucun problème avec la République. Ils sont indignés par rapport à ce qui se passe. Non, mais c'est cette réalité. Les chiffres, avec une pratique d'ailleurs de l'islam qui se sécularise comme pour toutes les autres religions. C'est une religion aujourd'hui française, c'est en tout cas la deuxième religion française, et c'est peut-être même la première en termes de pratique. Et puis vous avez 30%, 25%, peu importe, les chiffres, c'est déjà considérable, qui considèrent que les préceptes de l'islam sont au-dessus
des lois de la République. Majoritaire chez les jeunes. Ça ne veut pas dire pour autant que ce sont des terroristes. Évidemment. Mais c'est très important de le souligner. Et puis, vous avez des noyaux durs, vous avez des milliers de personnes radicalisées, vous avez les 1500 prisonniers de droit commun. C'est le grand sujet des années à venir, des mois à venir. Je ne parle pas des 500 terroristes et de ceux qui peuvent demain sortir. 1500 prisonniers de droit commun, souvent jeunes, qui demain sortiront. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on les suit? C'est les interrogations, par exemple, des SPIP, du milieu ouvert dans nos prisons, qui nous en parlent. Vous avez dans l'université, c'est minoritaire, mais enfin une attaque contre ce qu'est l'université française et son caractère universel. Et puis vous avez ce que Malek Bouti, moi et d'autres avons dit, des milliers, je veux dire pas des dizaines, c'est pas action directe, des milliers de personnes qui sont radicalisées et qui sont en rupture avec ce qui se passe dans notre société. C'est pour ça que l'appel des intellectuels dans le Figaro, mais une centaine d'intellectuels venant d'ailleurs de sources politiques différentes, vous aurez pu le signer, d'autres, disent il y a ce séparatisme qui est en train de briser la République et qui s'y fait sur fond de religion, d'immigration, de pauvreté. Mais d'abord, il y a une idéologie, et cette idéologie religieuse vise à expulser les Juifs qui sont en train de partir, non seulement en Israël, mais dans d'autres quartiers en région parisienne, et tout ce qui ne ressemble pas à ce qu'est la France. Non, mais vous avez raison de poser la question des principes et de l'idéologie en général. Mais là, les questions que les Français se posent sont beaucoup plus directes pour le moment. Bien sûr. Voilà. Vous avez parlé du problème des fichiers S. Là, il va falloir mettre de l'ordre parce qu'on a beaucoup de mal à comprendre que cet homme qui était surveillé, le ministre de l'Intérieur nous a expliqué qu'il était sur le point d'être rétrogradé en moins dangereux, c'est-à-dire de quitter les fichiers S, et pourtant il passe à l'acte. Et vous l'avez dit tout à l'heure, en effet, il y a des fichiers S qui ne le sont pas pour terrorisme, et puis il y a des fichiers S qui ne sont pas susceptibles de passer à l'acte, qui sont simplement des gens radicalisés ou qui ont un comportement dangereux. Qu'est-ce que vous, très pratiquement, très concrètement, vous préconisez au sujet des fichiers S? Il y a 20 000 fichiers S, 10 000 pour terrorisme et 3 000 à 4 000 qui sont parmi les plus dangereux. Les autres peuvent l'être, malheureusement, nous venons de le voir. Je rappelle par ailleurs, ce qui rend les choses encore plus compliquées, si ça survient, qu'une partie des attentats que nous avons connus depuis 2012 l'ont été par des personnes qui n'étaient pas fichiers S, qui n'étaient pas connues, à peu près la moitié, un peu plus sans doute. Et puis vous avez 20 000 personnes qui sont dans un autre fichier, connu pour radicalisation, et qui montrent déjà l'étendue du problème, et qui sont à chaque fois des outils pour les policiers, pour les gendarmes, pour nos services de renseignement, comme pour la justice. Donc, avec la modération, pour ne pas participer au concours Lépine, parce qu'en plus, il y a du droit, il y a du droit constitutionnel. Bernard Cazeneuve et moi, nous avions d'ailleurs saisi le Conseil constitutionnel quand nous avions eu des propositions en 2015 de la part de la droite. Ça devait être d'ailleurs déjà Laurent Wauquiez, après les attentats du 13 novembre. Le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État sans doute, nous avait donné un certain nombre de préconisations, disant attention à la rétention par rapport à ces fiches qui ne sont pas des fiches judiciaires, qui se passent à une condamnation, pas une mise en examen, est-ce que vous souhaitez une évolution, pas une enquête. Je pense qu'il faut aller vers une évolution. D'abord parce qu'il y a une confusion générale. Donc il me semble qu'il faut davantage, tous les spécialistes de renseignement le disent, il y a toute une série de personnes qui n'ont rien à voir. Il faut les traiter différemment, sans doute. Et tout ce qui est très radicalisé, donc il y a déjà d'ailleurs une numérotation dans les fichiers de 1 à 14 en termes de dangerosité, donc il faut le traiter. Et l'autre élément, mais je le disais tout à l'heure, sur lequel il faut poursuivre, nous avons en France, tout le monde y a participé, moi aussi, toujours la volonté de tout concentrer. On crée des grands fichiers et on fait en sorte que tous les services travaillent ensemble. Ça nous permet d'avoir évidemment le maximum d'informations. Mais le vrai sujet, il est au plan local. La fin des renseignements généraux, il y a quelques années, a été un désastre. C'est pas pour mettre ça sur le dos de Nicolas Sarkozy ou de quiconque, mais c'est une réalité. Il y avait à l'époque, par exemple, des renseignements généraux qui infiltraient les bandes à Grigny, à Évry, etc., pour les démanteler. Les bandes qui s'affrontaient entre elles avec des morts. Moi, j'ai connu des morts au centre commercial d'Évry il y a bien des années. Beaucoup de ces personnes, de ces individus qui étaient dans ces bandes, ont basculé ensuite trafic de drogue et dans c'est Koulibaly par exemple. Bon, et ça m'embête toujours de citer le nom d'un terroriste, mais je voulais l'illustrer. Donc ça veut dire que le renseignement territorial, il est essentiel, parce que c'est vrai que le couple, le terroriste et sa compagne, fichier S, qui, nous ne savons pas s'il était complice dans l'attentat, mais en tout cas, qui a clairement dit son soutien à cette cause, ils étaient suffisamment radicalisés pour ne pas passer, entre guillemets, au-dessous des radars. Donc c'est vrai que ce renseignement local doit continuer à être renforcé
police et gendarmerie. Je note que même vous vous soumettez à la doxa sémantique de radicaliser, qui ne veut rien dire. Mais parce qu'ils ont été islamisés. Mais d'accord, mais peu importe. Non. Alors, parce que ça m'intéresse, parce que moi je me bats contre ça et vous cédez. Alors, mais les mots, si vous me lâchez comme ça, non, mais les mots, je vous lâche pas. Bon. Je vous lâche pas, mais au moins sur ce point, je pense que le mot radicaliser et l'expression encore pire, déradicaliser, ne veut pas dire grand-chose. La question de la prévention de la radicalisation, je crois que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. En revanche, la déradicalisation, ça ne veut plus rien dire. Parce que, y compris, moi je me rappelle de ce que me disait un surveillant de prison à Fleury-Mérogis il y a quelques semaines, quand vous avez un détenu droit commun qui a commis des braquages, etc., ou un grand bandit avec le respect parfois qui existe, lui, il n'est pas en train de mettre sa vie en jeu, au sens où il a décidé pour un projet de braquer et de mourir au nom de son idéologie. En revanche, les personnes qu'on a là vont en prison avec le sentiment qu'elles vont se former, ce seront les cadres de demain, parce que c'est aussi l'une des évolutions du djihadisme. Il y aura peut-être moins d'attentats, mais on forme les cadres pour demain, pour gagner la bataille au sein de l'islam de France. Et donc, le mot radicalisation, on est d'accord. C'est une islamisation. Donc vous me l'accordez, c'est très bien, je vous remercie. Deuxièmement, peut-être que vous allez m'accorder la deuxième chose. Pas de donner des bons points seulement. Non, mais j'aimerais comprendre. Non, parce que je me bats ici pour combattre ce mot de radicalisation et encore plus de déradicalisation. Donc, je suis content quand j'ai un soutien. Mais en même temps, faites attention à l'amalgame. Hein, oui, mais bon, c'est ça qui est en jeu, là, quand même. Deuxièmement, moi, j'aimerais comprendre pourquoi on n'actionne pas davantage la machine à expulsion. C'est-à-dire qu'il y a des étrangers, des doubles nationalités. C'est pour ça que j'ai repris Nolo tout à l'heure. Il n'est pas français, il est franco-marocain. On peut très bien lui enlever sa nationalité française et l'expulser au Maroc. Il y a beaucoup j'avais les chiffres, vous savez, du ministère de la Justice, que le ministère de la Justice a donné sur vous parliez des prisons, donc sur tous ces gens qui sont franco-marocains, franco-tunisiens, franco-algériens, qui sont en prison. Vous l'avez dit vous-même, que c'est le terreau, c'est la délinquance, et dont une partie devient djihadiste. Moi, excusez-moi, je ne comprends pas pourquoi on ne rétablit pas systématiquement la double peine, pourquoi on ne fait pas la déchéance de nationalité de ces gens, quel que soit leur délit, et pourquoi on ne les renvoie pas au Maroc, en Algérie ou en Tunisie. Une réponse rapide, monsieur le Premier ministre, si vous voulez bien, parce qu'on va faire rentrer Alba Ventura et on continuera à parler avec elle. Très grande mais oui, je suis d'accord. La double nationalité existe, parce qu'il y a les franco-américains, les franco-israéliens, il y a les franco-israéliens américains, il y a les triples, les franco-américains, ils tuent moins. Non, je sais bien, mais il y a les franco-belges, etc. Bon, peu importe. Ce que je dis par là, c'est que c'est un sujet. Non, mais deuxièmement, on peut toujours, je le rappelle, en droit constant, après avis du Conseil d'État, on peut déchoir de la nationalité française quelqu'un qui a la double nationalité. Cazeneuve et moi, on l'a fait pour 6 cas. D'accord. C'est une décision du ministre de l'Intérieur évidemment, avec l'avis du Conseil d'État. Mais il faut expulser les étrangers qui se comportent pas bien sur notre territoire. Vous me permettez cette expression un peu douce. On expulse les imams. Là, par ailleurs, la personne en question a été tuée par la police, par le GIGN. Deuxièmement, les faits commis. Après, il faut savoir, on expulse à quel moment? Mais moi, on déchoit la nationalité à quel moment? Oui. Non, donc oui. Mais pourquoi non? Mais pourquoi non? Mais parce que ça ne tient pas. Mais parce que ça ne tient pas. Mais pourquoi? Vous êtes en guerre. Mais monsieur Valls, vous m'expliquez que vous êtes en guerre, et puis après vous faites les chochottes pour dire ah bah non, ça se fait pas. Personne ne fait les chochottes. Personne ne fait les chochottes, mais moi, je suis jamais opposé à l'évolution du droit administratif. Je suis pas opposé à l'évolution de la Constitution. Je regarde aussi les choses, quand même, froidement, si on peut dire, en fonction de la menace que nous avons. Vous voyez que pendant les guerres 14, ils faisaient les chochottes comme vous, on les mais quand il s'agit de combattre les anarchistes, dans la fin du XXe siècle, pendant la guerre de 14-18 non plus, etc. Mais en tout cas, il faut être efficace. Et moi, ce qui me frappe, c'est que nous avons beaucoup de Français là dans cette affaire-là. Et pardon, c'est pas des Français. Ils sont autant Français que moi. Non. Si. Bah non. Si, quand vous êtes Français de la 2e ou 3e génération, pardon. Mais ils ne veulent pas être Français, monsieur Valls. Mais vous l'expulsez pas. Ah non, mais en droit, évidemment. Oui, c'est quand même un problème. Mais quand ils ont la double nationalité, non. Donc il y a beaucoup qui ont de la double nationalité. Donc là, on est en droit. Est-ce qu'il peut y avoir des évolutions? C'est toujours possible, mais prenons le cas de la compagne de ce terroriste. Elle est française. Elle n'est que française? Oui, parce qu'elle est convertie. Alors, après, vous allez m'expliquer qu'il faut déchoir de la nationalité directe
les Français qui se sont non, les criminels. Non, parce que moi je pense qu'il faut toujours... Ça c'est pas possible, en droit non plus. Une échelle de peine en droit. Il peut y avoir des moments exceptionnels pendant une guerre et pendant la guerre, mais en même temps on ne peut pas faire n'importe quoi. On a l'impression d'un état de droit opposable en fait. Plus j'entends les conversations, et j'écoute Éric Nolot et les gens qu'on invite, en fait, l'état de droit est attaqué, l'état de droit doit répondre, mais les réponses que pourrait prendre l'état de droit, et c'est ce que Éric vous a posé tout à l'heure comme question, sont contre l'état de droit. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, mais parce que tu fais une confusion sur l'état de droit. Je suis là, comme le moment est grave, et on a eu l'occasion sur d'autres lieux avec Éric Nolot et Éric Zemmour, il y a déjà quelques temps parfois de débattre et de polémiquer, c'était même le sens de ces émissions. Là, j'ai pas envie. Pas du tout. Donc non, c'est pas du tout votre remarque. Non. Non mais le problème, c'est que le terrorisme a toujours un temps d'avance. Nous avons des principes, des valeurs et un droit, et c'est bien ainsi. Et je pense que c'est très important de ne pas basculer. On est dans un moment exceptionnel, on peut prendre des mesures exceptionnelles, je me méfie toujours de l'état d'exception. Monsieur Valls. Mais des mesures exceptionnelles peuvent être prises, elles peuvent même être provisoires face au terrorisme. Ce que je sens, je ne vais pas aller dans votre sens, mais quand même, ce que je sens, c'est que les Français eux-mêmes sont dans un moment très particulier. Quand il y a un choc de ce type, ça peut basculer très vite. Or là, on est de nouveau dans un moment, au fond du pays, au-delà, l'hommage national va retomber, forcément. Dans des quartiers, il n'y a pas eu d'hommage national. Enfin, il y a des gens qui ne l'ont peut-être pas crié. Enfin, la réaction... Vous avez vu ce qu'a... Bien sûr. Ce qu'a dit Thierry de Montbrial, vous avez vu. Dans le quartier. Dans les quartiers, le vrai héros, c'est le djihadiste. Dans le quartier de Carcassonne, on sait comment les policiers et la presse a été accueillis. Tout ça se fait sur mélange de trafic de drogue, d'occupation du terrain et aussi d'islamisme. Et Thierry de Montbrial a raison. Comme pour d'autres, il y a une minorité, Thibaut de Montbrial, excusez-moi. Thibaut de Montbrial. Il y a, et qui s'occupe beaucoup de la question des victimes et de tous ces sujets. Oui, le terroriste, la figure du terroriste est terrorisé dans certains quartiers. Et donc, voilà, c'est ça qu'il faut combattre. C'est pour ça que c'est une bataille politique idéologique. Un dernier mot, parce que on va faire rentrer maintenant Alba Ventura et on va continuer le débat avec le Premier ministre, avec Alba. Alba, venez ici. Merci beaucoup. Alors, avec vous, on va continuer à parler de tout ça. Et vous vouliez justement parler des gens qui ont mal réagi, comme le disait Éric Nolot au début de l'interview. Mal réagi étant un euphémisme. Voilà, chacun y est allé effectivement de sa petite partition. On a entendu évidemment Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez qui a mêlé ses mots à ceux de Marine Le Pen. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais tous les deux ont employé exactement le même vocabulaire pour critiquer le président Macron. Ils l'ont tous les deux accusé de naïveté coupable. Alors naïveté coupable, je me suis dit, c'est un terme que vous auriez pu utiliser, Manuel Valls. Vous avez parlé tout à l'heure, je vous ai écouté, d'insouciance. En d'autres temps, vous avez d'une certaine manière accusé, vous aussi Emmanuel Macron, de chercher des excuses aux djihadistes. Je vais faire un petit rappel, c'était après les attentats de 2015, lorsque ministre de l'économie, Emmanuel Macron avait parlé de la responsabilité de la France dans le terreau sur lequel le djihadisme a pu prospérer. Cela vous avait passablement énervé, vous étiez, disiez-vous, agacé par ceux qui cherchent des excuses sociologique. Expliquer le djihadisme, disiez-vous, c'est déjà vouloir un peu excuser. Alors, après l'hommage de ce matin aux Invalides, est-ce que vous diriez que le président, qui a plutôt mis en avant l'esprit de résistance, est un peu moins naïf sur la question? D'abord, je ne l'ai jamais dit, parce que je pense que quand on est président de la République, enfin je l'imagine, chef de l'État, moi je n'étais que Premier ministre, mais on est habité par la fonction, par l'histoire, par la responsabilité et surtout par le présent, c'est-à-dire en l'occurrence par la menace. Et je pense qu'il n'y a aucune naïveté chez Emmanuel Macron, aucune. Et lui... Mais quand il parlait du terreau social sur lequel le djihadisme a pu prospérer... Deuxièmement, quand je parle d'insouciance, je parle de la société française. Je ne parle pas des politiques en particulier, mais au sens où on a envie de vivre. Et d'ailleurs, la vie est aussi une belle réponse au terrorisme. Mais il faut... peut pas... Vous savez, je remarque la surveillance des grands magasins, de nos transports, etc. Elle s'est terriblement relâchée.
Donc constatons ça, donc faisons attention, parce qu'il y a un attentat demain, je ne sais où, je ne vais pas donner des idées à quiconque, et vous verrez quelle sera la réaction. Il y aura donc le concours Lépine, les porticides, combien de monde pour surveiller tel ou tel espace public ou fermé, on connaît ça. Vous me faites revenir sur le... Moi j'ai pris Alba Ventura, j'ai pris du temps à chaque fois. J'ai fait une émission d'1 heure dimanche, 2 matinales, une notamment longue chez vos confrères de France Culture. Aujourd'hui on peut un peu le temps parce que j'essaie de nuancer, parce que je n'ai pas d'asséner, puis je suis pas là pour critiquer le gouvernement, puis ça m'intéresse pas. Je pense qu'on a besoin d'unité nationale, ayant été aux responsabilités au moment du terrorisme. Mais est-ce qu'on a besoin d'un discours de combat maintenant, une fois qu'on a rendu hommage à Arnaud Beltrame? Mais le discours du président de la République aujourd'hui était d'une certaine manière un discours de combat. Il désignait l'ennemi et il disait aussi qu'il fallait que ce combat se fasse au nom des valeurs. Mais il y a 1 an et demi, ça, alors là, et je reprends, relisez les uns et les autres, vous l'avez lu, le formidable livre de David Thompson sur les revenants, qui dit à la fin du livre, les plus dangereux ne sont pas les revenants, sont ceux qui n'ont pas pu aller en Syrie ou en Irak et qui représentent un vrai danger parce que ce sont d'une certaine manière les plus exaltés parce qu'ils veulent connaître le goût de la mort. Lui-même dit, toutes les explications sociologiques, elles existent bien évidemment, mais on ne peut pas passer à côté de ce qu'est l'explication idéologique, l'explication politique, l'explication religieuse. Et c'est là où j'avais un désaccord avec l'expression qui avait été celle d'Emmanuel Macron. Il était ministre de l'économie, il avait dit ça devant les Gracques. Ce que je crois, c'est que les faits me donnent raison. Et de toute façon, aujourd'hui, il est confronté à cette guerre, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas mener tout le travail, ce plan de l'école, de l'économie, de l'insertion, bien évidemment. Monsieur Valls, vous avez tout à fait raison. Moi, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il n'y a aucune naïveté chez Emmanuel Macron. En revanche, il y a peut-être une différence de diagnostic, c'est-à-dire que Emmanuel Macron, lui, pense que la religion n'est pas le problème, mais la solution. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est justement ça le problème d'Emmanuel Macron? C'est qu'il ne comprend pas que, comme dit Rémi Brague, l'islam n'est pas seulement une religion. C'est une religion et un système juridico-politique. C'est notre discussion du début sur le salafisme. Moi, je pense que c'est ça qu'il ne saisit pas, et donc il ne peut pas affronter. Moi, je n'ai pas eu cette discussion avec lui, et ce débat a lieu, bien sûr, il a lieu ici, il a lieu parmi les intellectuels, les sociologues, avec des écoles heureusement différentes, et dans les groupes parlementaires, et parmi les élus locaux qui sont évidemment, eux, en première ligne. Moi, j'oublie pas, je suis conseiller municipal d'Évry, je suis député d'une circonscription, oui, populaire, au sens du revenu de chacun et pas les origines. Et donc, je suis évidemment préoccupé par cela. Je dis populaire parce que, en plus, j'ai souvent fait cette remarque depuis dimanche, malheureusement. Mais moi, ce que j'ai noté, c'est aussi les victimes. Un ex-viticulteur, un ex-maçon, des retraités, un boucher, celui du Super U, le gendarme bien évidemment, ce soit un Portugais qui était là, ou un franco-portugais, enfin c'est des gens simples qui ne s'attendaient pas à ce qui leur tombait dessus. Ça vous donne raison sur la guerre, donc, parce que ça touche n'importe qui. Absolument. Donc, en revanche, c'est sur les causes qu'il faut bien être d'accord. Et sur le diagnostic profond. Le grand défi, je l'avais dit, ça m'avait été reproché là aussi, le grand défi que nous avons pour ce début du XXIe siècle, avec évidemment l'émergence du XXIe siècle qui prend sa maturité le 11 septembre 2001, mais ça avait commencé bien avant avec l'Afghanistan, la révolution iranienne, c'est la question de l'islam. Alors quand je dis l'islam, c'est pas parce qu'il est responsable, mais c'est la réforme au sein de l'islam. C'est un débat, pas en France et en Europe seulement, partout dans le monde. C'est un débat considérable. C'est pour ça que c'est une affaire qui va durer. Si c'était une petite secte, facile à éliminer, mais il y a des millions de personnes qui se reconnaissent dans un islam radical, fondamentaliste, et il y en a beaucoup qui se reconnaissent au fond, même s'ils n'y participent pas, dans ce qui est en train de se passer. Donc du coup, il faut pas se tromper. Et de ce point de vue-là, il faut trouver les mots. En l'occurrence, là, oui, il faut. Mais pour parler d'Emmanuel Macron, vraiment tout de suite, c'est pour empêcher la petite dépêche qui tombera. Mais il faut pas qu'il y ait de naïveté. Et parfois, il y a des tenants, ça existe dans toutes les formations politiques, chez les libéraux notamment, au plan culturel. Il y a l'idée du multiculturalisme qui fragmente la société et qui ouvre ces espaces. Donc moi, je pense que ça, c'est
le grand combat. Oui, et de même, il y a une laïcité, point c'est tout, il n'y a pas de laïcité radicalisée. Quand on parle de laïcité radicalisée, parce que c'est l'expression qui a été que vous n'aimez pas ça. Non, parce que je dis, on tue, parce que si on fait la notion et de la radicalisation qu'on évoquait tout à l'heure et qu'on ne veut plus utiliser, combien de morts au nom de la laïcité. Mais vous avez parlé du multiculturalisme et de ce que ça implique comme naïveté, mais parmi les détracteurs, dans l'autre camp, il y a aussi des arrière-pensées. Donc il faut naviguer entre les deux. Oui, mais une pensée fondamentalement islamophobe qui se sert de ce vecteur pour s'exprimer aussi. Mais c'est vrai. Oui, mais de toute façon, l'islam est là dans le monde, en Europe et en France. On ne sera pas d'accord avec Éric Zemmour, mais c'est de fait une religion française. Elle n'a pas... C'est quoi la France? C'est d'abord un pays aux racines chrétiennes. Oui. C'est un pays où il y a l'affrontement entre catholiques et protestants qui a coûté très cher, d'ailleurs, à la France. C'est le pays qui a émancipé les Juifs en 1791. C'est le pays de la laïcité de 1789, de 1905. C'est un pays qui se dit laïque et qui parle tout le temps de religion, la preuve, et c'est le pays qui a rendu hommage aux musulmans engagés au cours de la Première Guerre mondiale, une loi qui vote la construction de la grande mosquée de Paris, et puis avec l'immigration et l'empire colonial, l'islam s'installe peu à peu, et puis épouse tous les courants de l'islam à la fin du XXe siècle. Ça ne veut pas dire que c'est une religion française. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a des Français de confession musulmane. Ce n'est pas une religion française, c'est pas la même chose. Mais c'est la deuxième religion de France, et moi je pense que c'est une religion française. C'est une religion française. Donc du coup, il faut traiter cette question. Et on ne peut pas la traiter avec toutes les méthodes qu'on a utilisées depuis 20 ou 30 ans, parce que là, ça ne marche plus. Là, il y a un vrai problème. Alors, le vrai problème, ce sont les musulmans qui sont en France et comment on les organise, ce qui est très difficile. Pardonnez-moi, parce que je vais vous emmener sur un autre terrain. Un terrain un peu plus glissant. Non, je plaisante. Non, je vais vous emmener sur un autre terrain et on va vous emmener à Rome. Vous savez pourquoi je vous parle de ça? Non? Vous êtes atteint du syndrome de l'ENM Lyon? Est-ce que vous êtes atteint du syndrome Laurent Wauquiez? Vous vous lâchez devant des étudiants? Devant des profs, non, ça vous... Si, ça vous rappelle... Ça vous rappelle... Non, je pensais que vous parliez du Vatican. Moi, j'étais dans le débat. Parce que Manuel Valls, j'étais à la Louis. Début février, était devant la Louis School of Government à Rome, invité à reparler de sa mission à Matignon. Alors, l'ambiance était visiblement très détendue et vous vous êtes laissé aller à quelques confidences. Après avoir rappelé que le sang qui coulait dans vos veines était catalan et italien, pas une goutte de sang français, mais ça c'est pour insister sur votre identité française que vous chérissez tant. Vous êtes revenu sur l'échec du PS. Je vous cite parce que j'adore. Quand le président sortant ne peut même pas se représenter, que son Premier ministre est battu par un membre de l'aile gauche de son parti, donc vous, et que celui-ci obtient 6%, donc Hamon, au premier tour de la présidentielle, et que le PS passe de 300 à 30 députés, oui, c'est un échec. Ultra réaliste, Manuel Valls, ultra réaliste, même je dirais. Ultra réaliste. Quand vous dites que François Hollande avait du mal à nommer les choses, bravo. Quand vous expliquez que vous avez échoué sur la réforme du travail qui n'était pas préparée, ou alors quand vous racontez avec pas mal d'humour le virage de l'entreprise voulu par François Hollande en 2014 avec la sortie de Montebourg et Hamon. Et c'est là que vous dites que vous avez eu, en appuyant sur chaque syllabe, la très grande idée de nommer Emmanuel Macron au gouvernement. Et je dois vous dire que ça vous est resté un peu sur l'estomac, cette histoire, non? C'est un débat passionnant parce que c'est des cours où des jeunes Italiens, mais pas seulement, qui sont déjà des cadres dans la fonction publique ou territoriale, rencontrent des responsables politiques européens. Et c'est une manière aussi de voir la réalité de l'exercice du pouvoir. Et c'était quelques jours avant les élections. Évidemment, j'étais passionné par ce qui se passe là-bas en Italie, avec les résultats qui, par ailleurs, grâce à ce séjour à Rome, et donc vous êtes lâché. Et à Marc Lazare, qui est l'un des plus grands spécialistes de l'Italie, j'ai compris. Non, je ne me suis pas lâché. Écoutez, il y a moins une forme de liberté chez moi. Cette liberté, elle n'est pas uniquement pour raconter ma vie, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais pour traiter au fond un certain nombre de questions. Quand vous êtes au pouvoir, il y a la solidarité gouvernementale, il y a un président de la République, il y a la raison d'État, il y a le secret, il me paraît aussi très important. Oui. Bon, donc il y a tous ces éléments-là. Là, je peux aussi, devant ces étudiants, moi je ne sais pas de quoi va être fait l'avenir. Donc je suis libre. C'est quand même très loin des amabilités que Laurent Wauquiez a dit. Dans quelques jours, je vais dans la même grande école qui est celle où enseigne Laurent Wauquiez, parce que je suis invité par le bureau des étudiants. Mais c'est ouvert. Et puis c'est pas tout à fait mon langage.
J'aurais même pas dit ça de Nicolas Sarkozy. Alors justement, à propos de Nicolas Sarkozy, on revient à Alba sur sa garde à vue, mais vous nous dites qu'il a failli dormir à la PJ de Nanterre. Je sais pas, oui, vous le saviez ça? Incroyable quand même d'imaginer faire dormir un ancien président en cellule, enfin j'exagère un peu pour la cellule, mais à peine. Une garde à vue qui a duré 26 heures, qui avait commencé à 8 heures du matin mardi dernier. Et alors vers 22 heures, figurez-vous que les juges ont fait savoir que la garde à vue allait se prolonger et que Nicolas Sarkozy allait dormir là. Là, ça veut dire sur une chaise. Je ne plaisante pas. C'est ce que les officiers de la PJ ont expliqué à Maître Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy, qui leur a répondu, mais vous avez au moins une petite couverture? Alors, Nicolas Sarkozy est resté totalement impassible à la nouvelle. Son épouse Carla a été prévenue pour préparer la dite couverture. Alors finalement, l'avocat a pu négocier. Il a fait dire au juge, mais attendez quand même, cette histoire, elle a 12 ans. Est-ce que vous imaginez un instant que Sarko va s'enfuir dans la nuit ou téléphoner à quiconque dans la nuit? Les juges ont craint que Herzog en profite pour faire une déclaration à la presse sur le mauvais traitement qui était réservé à Nicolas Sarkozy. Et ils ont finalement, après délibération, laissé Nicolas Sarkozy rentrer chez lui à minuit avec la promesse d'être là le lendemain à 7 heures pétantes. Manuel Valls, quelle que soit l'issue de cette affaire, vous trouvez ça normal de faire dormir ou d'imaginer faire dormir un ancien président sur une chaise? Nous avons traité des sujets sérieux. Je vais traiter celui-ci aussi sérieusement. J'éprouve une contradiction, enfin une forme de malaise. Moi, j'ai essayé, parfois je me suis sans doute égaré, mais j'essaye, par rapport à l'institution présidentielle, donc au président de la République, actuel ou passé, d'avoir un grand respect. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est cassé il y a quelques années, quand la précédente, mais d'une manière générale, et c'est la responsabilité souvent des politiques, on est descendu d'un niveau, et la personne du président de la République... Non, oui. bien évidemment. Ah, et puis c'est le couple Sarkozy-Hollande, quoi. Faut le dire franchement. Puis il y a l'époque aussi. Oui, c'est vrai. Il y a l'époque qui est ainsi. Puis les Français veulent les deux. Ils veulent le père de la nation et en même temps ils veulent que le président de la République s'occupe pratiquement de leur vie quotidienne, voire soit un copain. Encore que, faut jamais. Mais le métier de politique, il n'y a pas de normalité, ça c'est clair. Et puis vous n'êtes pas un Français comme les autres quand vous avez cette responsabilité. Ça, les choses sont claires. Moi, c'est ma conception d'une fonction d'État. Donc, Nicolas Sarkozy a dû prendre des décisions difficiles. Il a engagé une discussion avec la Libye, comme d'ailleurs Tony Blair ou Gordon Brown et ensuite David Cameron, parce qu'il y avait des enjeux financiers et pétroliers très importants. Ensuite, il y a eu la guerre. Donc je pense que ce sont des décisions qui ont été très difficiles à prendre. Je pense à ça uniquement. Non, mais sur l'affaire ou à la crise de 2008. Donc je dis ça parce que on peut pas tout ramener, voilà, on peut pas tout rabaisser à ça. Et donc je suis évidemment partie choquée par ce que vous dites, par ce qui se passe et par l'image que ça peut donner. Alors de l'autre côté, bon, la justice est indépendante. Elle fait son travail, quoi qu'on pense de la méthode. Elle fait son travail. Les accusations qui sont portées à l'égard de Nicolas Sarkozy, il a le droit de se défendre. Et il s'est défendu avec énergie il y a quelques jours. Et c'est son droit, ça a raison. Ce personnage public, il se défend. Mais les accusations sont tellement graves... comme un bandit de grand chemin, presque. Oui, mais les accusations sont tellement graves que la justice fait son travail, que la personne qu'ils ont en face, d'une certaine manière... Pour ceux qui regardent ce point précis de la garde à vue, le ancien président, en termes de droit, ça ne veut rien dire. Non, c'est parce que quand il est président, il est protégé par son statut. Donc, c'est injusticiable comme les autres, c'est ce que je viens de dire. C'est plutôt l'inverse qu'on pourrait dire. C'est d'une certaine manière, il a bénéficié d'un traitement de faveur. Il faut le dire. Moi, je ne veux pas la mort du pécheur, je ne veux pas qu'on s'acharne sur lui. Vous comprenez, Ridolo, mon malaise, c'est-à-dire c'est à la fois un ancien président de la République, c'est une personnalité politique, il ne va pas s'échapper. C'est pas médecin, c'est pas un bandit de grand chemin. Il a eu à incarner la France. Il y a eu des choses qui ont été bien faites quand il était président de la République. Il a été plutôt mieux traité que moins bien traité par rapport à mais en même temps, voilà, la justice est indépendante et elle agit. Et surtout, les accusations Alba Ventura sont tellement graves. Parce que soit c'est une blague, et alors c'est très grave parce qu'on salit l'honneur d'un homme, soit elles sont vraies. Et alors à ce moment-là, c'est un scandale d'État, mais majeur. Donc il faut aller jusqu'au bout de la vérité pour les Français et aussi pour Nicolas Sarkozy.
Vous êtes apparenté la REM, là, dans Ah oui, je suis. J'avais compris. C'est une blague ou tu l'as fait exprès ou pas? Non, je suis apparenté. Oui, je suis apparenté depuis le mois de juillet. Vraiment, enfin, vous n'avez pas envie de rejoindre la République en marche? Vous savez, j'ai une vie militante formidable. J'ai commencé à 18 ans pour Michel Rocard. Oui. J'ai eu toutes les responsabilités qu'on peut avoir pratiquement au sein du PS. Je sais ce que la vie d'un parti, le PS, n'était pas une caserne. Hein. J'en suis parti au mois de juin parce que j'ai fait le constat que vous rappeliez tout à l'heure, c'est-à-dire la mort du Parti socialiste et la fin du cycle de la social-démocratie en Europe. C'est pas pour me réengager dans un parti qui n'en est pas vraiment un. Ça garde une forme de liberté. On verra. D'ailleurs, vous êtes assez mal vu par les députés. Non, c'est pas vrai. Non. D'abord, c'est un groupe. Non, c'est pas vrai. Non, mais en plus, c'est pas vrai. C'est un groupe pétri de talent. Et moi, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de soutien. Non. Il y a toujours des gens qui vous disent du mal. C'est souvent anonyme. C'est d'ailleurs souvent parfois les anciens socialistes. Mais non. Vous m'avez fait vraiment la Père Noël est une ordure, quoi. C'est un pétri de talent. Ça veut dire que c'est des emmerdeurs. Non, il y a notamment. Alors là, je vais la faire. Le pire pour vous, Éric, c'est ce que je vais dire. Il y a des femmes. C'est elles qui sont pétries de talent. En ce moment, il faut dire que les femmes sont magnifiques. Non. Et ben, c'est pour ça que je voulais vous faire la peine pour terminer. Mais la présidente de la commission des lois, Yael Braun-Pivet, la porte-parole du groupe, Olivia Grégoire, parmi bien d'autres, sont des femmes qui incarnent aussi un renouvellement politique et il faut s'en féliciter. Mais je vous rassure, il y a aussi des hommes pétris de talent. J'en suis d'ailleurs un exemple toujours là. Vous êtes politiquement correct. Non, j'essaie de dire la vérité. Et puis il y a des gens qui sont pas gentils, mais c'est comme ça. Hommage aux femmes. Et vous êtes très touchés, vous. Voilà, absolument. Merci, monsieur le Premier ministre, d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup, Alba.